Nous sommes dimanche 28 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérif la télévision. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité. Les membres du Conseil national de transition réunis ont adopté le jeudi dernier 4 grands projets de loi portant notamment sur les réformes institutionnelles, les infrastructures énergétiques, la protection des enfants vulnérables et la propriété littéraire et artistique. Les travaux étaient présidés par l'honorable Maliki Diao, président de l'institution législative. Voyons tout cela avec Amadou Kamara et Stéphane pour Chérif la TV. Le premier texte concerne le projet de loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que les conditions de destitution et de remplacement de son président. Le projet qui a pris le temps qu'il fallait pour arriver à ce résultat d'aujourd'hui. Et vous avez bien entendu dans les débats que c'est le seul texte depuis le début de la transition qui a fait l'objet d'énormément de va-et-vient entre le gouvernement et le Conseil national de transition. C'est dire l'importance qu'on accorde à ces textes. Ce projet concerne l'organisation du Conseil économique, social, environnemental et culturel et toutes les modalités de son fonctionnement et les procédures liées à la destitution qui est une nouvelle chose dans notre dispositif juridique. Et c'est un texte dont l'adoption est importante parce que ça va permettre au Conseil économique, social, environnemental et culturel de se reconstituer sur la base de la nouvelle constitution et de la loi organique qui vient d'être adoptée et d'entrer effectivement dans la plénitude de ces prérogatives si importantes qui lui sont reconnues par la Constitution et la loi organique. Le CNT a ensuite approuvé à l'unanimité le projet de loi autorisant la ratification des accords de prêt signés à Bamako le 25 février 2026 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine de développement. Ce financement est destiné au projet de la boucle nord 225 kV autour de Bamako. Le projet de loi qui s'inscrit dans la dynamique gouvernementale de modernisation des infrastructures de transport d'énergie. L'objectif est d'assurer un transport qualitatif, permanent et une distribution optimale de l'électricité au bénéfice des populations. Le Conseil national de transition aujourd'hui a validé le dernier financement contigu à la réalisation de la grande boucle nord autour de Bamako. Comme vous savez, une chose est de produire l'électricité, une autre est de pouvoir bien la transporter et une autre, la dernière chose du maillon, c'est de bien distribuer la distribution. Donc ce projet est un projet d'envergure de 111 milliards de francs CFA et cofinancé par la BAD, la BID, l'État du Mali et la BOAD. Donc le dernier maillon du financement concernait aujourd'hui la part de la Banque africaine de développement. Nous avons déclenché pas mal de projets structurants par rapport à la production d'énergie. Et qui parle de production d'énergie parle après du transport d'énergie. Donc ce projet s'inscrit dans cette dynamique pour qu'on puisse desservir de façon qualitative et aussi en permanence. Donc à travers les infrastructures qu'on a, on s'est penché très rapidement vers la modernisation de ces infrastructures pour que l'énergie qui sera reçue puisse être au service des industriels, puisse être au service de ceux qui animent le tissu économique d'une part, et aussi au bien-être des ménages. Le projet de loi portant création du centre d'accueil et de placement familial a été aussi adopté à l'unanimité par 124 voix pour, 0 contre et une abstention. Nous avons adopté aujourd'hui effectivement un projet de loi concernant le centre de placement familial qu'on appelle pouponnière. Ce projet de loi est motivé par le fait que d'abord le centre était un service rattaché. Donc on voudrait le transformer en EPA. Donc cette transformation va permettre à la pouponnière vraiment de mieux fonctionner. Ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Donc ce texte-là permettra de corriger ces difficultés-là. Comme nous l'avons signalé en salle, 36 ans
après le premier projet de décret de ces textes-là. Donc nous venons pour une deuxième fois adopter ces textes. Et cette adoption va nous permettre surtout d'aller vers une gouvernance très agile, très transparente et très moderne. Et pour nous permettre surtout de prendre en charge avec cohérence ces enfants en situation de vulnérabilité. Le dernier projet de loi du jour portant ratification de l'ordonnance 2026-015 PTRL du 10 avril 2026 fixant le régime de propriété littéraire et artistique a été aussi adopté à l'unanimité par les membres présents. Je voudrais saluer les honorables membres du CNT pour avoir donné leur quitus aujourd'hui à notre ordonnance qui fixe le régime de la propriété littéraire et artistique. C'est quoi ce régime? Ce régime dit que, vous savez, les créateurs et les artistes ont un droit patrimonial, un droit sur chaque création et chaque œuvre. Et donc aujourd'hui, cette loi qui va protéger la création, c'est-à-dire les créateurs dans l'exploitation de leurs œuvres, c'est un droit moral et qui va être élargi. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y avait une loi en 2017 qui a été refondue dans un nouvel cadre juridique qui va vraiment aider les artistes à vivre mieux de leurs arts, à prendre mieux en compte les droits voisins. En adoptant ces 4 projets de loi majeurs, le Conseil national de transition CNT réaffirme son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de la refondation législative nationale en vue de donner corps aux orientations de la nouvelle constitution pour moderniser les réseaux électriques de la capitale, de doter la structure d'accueil des enfants vulnérables des moyens institutionnels et de protéger les créateurs nationaux face aux défis du numérique. Dans le cadre de la réduction sur le compte des activités de gouvernance sanitaire et financière de l'association de santé communautaire, le centre de santé communautaire de Yirimadio a tenu une assemblée générale le samedi dernier. L'événement a réuni plusieurs personnalités témoignant de l'importance accordée à la santé communautaire. Le compte rendu est signé par Habibatou Konta. Comme chaque année, les responsables et agents de l'Assakoyir CSCOM se sont réunis afin de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et d'élaborer le plan opérationnel de l'année en cours. Ces rapports techniques annuels visent à analyser les performances, identifier les contraintes rencontrées, tirer les leçons apprises et formuler des recommandations pour améliorer continuellement la qualité des soins et des services offerts aux populations. Les activités sont des activités régaliennes. C'est des activités édictées par le ministère de la Santé et du Développement Social qu'on appelle PEMA, paquet minimum d'activités. C'est un paquet qui est révolu au centre de santé communautaire en fonction du personnel, en fonction du plateau technique. Donc, parmi ces activités, on a ce qu'on appelle les activités curatives, les activités de santé de la reproduction et les activités promotionnelles. Donc, en plus de ça, il y a d'autres activités que nous menons, tout ça dans le cadre de satisfaire la communauté, tout ce qui est besoin en soins de santé primaire. Et le bon fonctionnement d'un CESCOM réside d'abord dans le respect des statuts et règlements par les associations de santé communautaire. Et aussi d'avoir un planning et de veiller à ce que ce planning soit exécuté. Ne pas avoir un plan d'action dans un CESCOM, c'est naviguer à vide. Et pour évaluer ou bien faire un bilan à la fin de chaque année, il faut avoir un plan d'action. Donc, et aussi, il faut que les communautés et les populations sachent que le premier niveau de contact, c'est d'abord les centres de santé communautaire. C'est là où les besoins sont tirés et les orientations sont faites. Donc il faut que nous fassions une activité de promotion pour expliquer tout ça aux populations. Certes, ils ont l'engagement, ils aiment leur CESCOM, mais ils n'ont pas la bonne information. Donc, dans notre association, il y a 3 instances. Comme je le disais, il y a le comité de gestion, le conseil d'administration et l'assemblée générale. L'assemblée générale, ça c'est l'ensemble des adhérents. Donc l'ensemble de tous les quartiers est concerné pour qu'on puisse leur venir décrire tout ce que nous menons comme activité et au niveau du bureau et au niveau du CESCOM pour les rendre compte parce que nous sommes en leur mission. C'est eux qui nous ont mis en mission
Donc c'est pour répondre à leur mission. Le sous-préfet de l'arrondissement 6 a également pris part à cette assemblée générale. Il a salué l'initiative et exprimé son soutien au CSCOM, soulignant l'importance de la collaboration entre les autorités locales et les structures de santé. L'intérêt de cette activité, c'est que ça vise davantage à rapprocher les dirigeants de la santé communautaire aux populations et à renforcer la confiance. Et aussi, ça constitue la transparence dans le cadre de la gouvernance locale. Du fait que les dirigeants des ASACO viennent vers les bases, les expliquer les différentes activités menées au cours de l'année et permettre aux populations de comprendre les dirigeants de ces ASACO-là, ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Comme je viens de dire, ça constitue vraiment un aspect de transparence et de rapprochement et qui est un principe fondamental de la démocratie. En 2025, le CSCOM a enregistré un niveau d'activité très élevé avec des performances jugées satisfaisantes dans les domaines de la santé maternelle, des consultations curatives, de la vaccination et de la planification familiale. Il est également à noter l'absence de décès maternels, un résultat majeur qui témoigne de l'efficacité des services offerts. De la culture, nous en parlons dans ces 18 heures. Dans le cadre de la revitalisation du palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ, une conférence a été animée par Dr Fodé Moussa Sidibé le jeudi dernier sous le thème « La culture comme une arme de paix et de sécurité au Mali ». Safiatou Sidibé pour le compte-rendu. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété les années 2025, 26 et 27, années de la culture. Dans cette même veine, l'une des priorités du ministère de tutelle est la revitalisation du palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Ce matin, nous sommes réunis au palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ pour assister à l'une de nos conférences qui fait partie d'un projet, le projet de revitalisation du palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ, qui a été initié par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamoun Dafé. Donc lui, il a eu cette initiative, il nous a donné. C'est pour donner vie aux activités du palais de la culture. Voilà. Et en même temps, donner la place que le palais avait avant. Cette conférence, initiée dans le cadre de la revitalisation du palais de la culture, avait pour thème la culture comme arme de paix et de sécurité au Mali. Il y a les armes létales que l'on peut utiliser contre les terroristes et tout ça. Mais la meilleure arme que nous avons, c'est l'arme qui s'adresse à notre intellectuel, à notre compréhension, à notre vision. Et cette arme-là, nous ne pouvons l'utiliser qu'à travers notre culture. Donc notre culture est notre élément fondamental et essentiel, élément qui permet l'union, n'est-ce pas, la compréhension, la solidarité et toutes ces valeurs de Maya que nous avons. Et c'est cet élément culturel-là qui est notre arme la plus létale, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire notre arme qui nous permet de donner la mort à nos ennemis et de nous garder unis et prospères dans notre pays. Aux acteurs culturels, c'est d'orienter leur vision, même si la pratique qu'ils font, par exemple ceux qui font du théâtre, tel qu'ils font le théâtre, ce n'est pas malien, ce n'est pas africain. Il y a notre Koteba, ils n'ont pas pu adapter cela en réalité à notre scénographie, la scénographie traditionnelle qui existe, qui est le cercle. Ils sont à la scénographie italienne, mais ceci n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le contenu. À partir du moment où le contenu de nos productions culturelles s'adresse à nos populations afin que leur culture, qu'ils puissent s'imprégner de leur culture, qu'ils puissent mieux comprendre leur culture et aller de l'avant. Comprendre sa culture, c'est comprendre ses racines. Comme je l'ai dit tantôt, aucun arbre ne pousse avec les racines d'un autre arbre. A souligner que plusieurs activités culturelles sont prévues dans le cadre de cette revitalisation, à savoir des mini-concerts, des prestations théâtrales, pour ne citer que ceci.
Nous restons toujours dans le domaine culturel. Les responsables du ciné Yababa ont procédé le samedi au lancement officiel du premier épisode de leur dessin animé. C'était à l'hôtel Sheraton. L'initiative est portée par l'artiste Kibili Demba Kouyaté et vise à promouvoir les traditions et les valeurs culturelles maliennes à travers des dessins animés destinés aux tout petits. Le compte rendu est signé par Mamadou Benchel Soumanou. Selon l'initiateur du projet, l'objectif est de transmettre aux enfants maliens, qu'ils vivent au Mali ou à l'étranger, les traditions, les coutumes et les valeurs héritées de leurs ancêtres. À travers cette œuvre, il entend contribuer à l'éducation d'une jeunesse fière de son identité culturelle, afin de participer à la construction d'un Mali prospère dans les années à venir. D'abord, il faudra comprendre que le projet Ciné Yababa est une initiative du président Kibili Demba Kouyaté. Cette initiative permet de prôner la culture et l'implication de la jeunesse dans la tradition. Donc, concernant son objectif principal, il faudra comprendre que là, actuellement, le Mali est un pays riche en culture. Donc, le fait d'émettre un projet, de publier, comment dirais-je, une vidéo pour la jeunesse, pour les jeunes et les enfants, dans le but de les transmettre les anciennes pratiques, de les transmettre un lien intergénérationnel pour qu'ils puissent mieux, en effet, absorber quelque chose de la tradition et de la culture. Le choix du dessin animé est à la fois stratégique et pédagogique. Donc il faudra comprendre que pour toucher les enfants, il faudra utiliser un langage approprié qu'ils comprennent. Et ce langage, c'est quoi? Ce sont les dessins animés. Après les cours de classe, les enfants sont installés dans les salons pour regarder les dessins animés. Et c'est le seul langage qu'ils comprennent pour mieux absorber en réalité ce qui a été diffusé en question. Les promoteurs du projet ont également annoncé que plusieurs autres épisodes seront produits afin d'atteindre les objectifs fixés. L'ambition est de toucher un plus grand nombre d'enfants et de leur transmettre les valeurs ancestrales ainsi que le riche patrimoine culturel du Mali. Bon, le message que j'ai à transmettre à la jeunesse malienne est simple. Déjà, j'exhorte la jeunesse malienne à être impliquée dans la valorisation de notre patrimoine, c'est-à-dire de notre identité culturelle, qui est toutefois un point pour tout jeune voulant exceller à l'extérieur qu'à l'intérieur, de comprendre en réalité c'est quoi notre pays, c'est quoi la mission du projet Ciné Yababa dans le futur est vaste. D'abord, il faudra comprendre que ce projet tend vers son lancement. Donc, dans le futur, le groupe Yababa souhaiterait davantage impliquer plus la jeunesse malienne et la diaspora malienne établie dans les différents pays. Donc, à travers ce projet, il y aura peut-être des festivals nationaux qui c'est sur le plan international aussi. Donc, il faudra comprendre que ce projet arrive avec grand vent. La projection de ce premier épisode a suscité un vif enthousiasme auprès des enfants présents dans la salle. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale par une séance de photos avec l'artiste Kibili Demba Kouyaté, très apprécié par la jeune public. Voilà, la culture malienne est riche dans toute sa dimension. Voyons ce qui font l'essentiel du reste de l'actualité en images et à bref commenté par Moussa Fomba. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a dénoncé l'annonce de la mise en vente aux enchères de l'immeuble utilisé par sa mission diplomatique à Paris
contestant la légalité de la procédure jugée contraire au droit international. La mise en vente aux enchères de l'immeuble situé au 40 et 42 avenue Foch à Paris a suscité une vive réaction de la Guinée équatoriale qui réclame la propriété du bâtiment servant de siège à sa mission diplomatique en France. Pour sa part, Teodoro Nguema Obiang Mangue, le vice-président de la République de Guinée équatoriale et ancien propriétaire du bâtiment, a aussi souligné l'incompatibilité de cette vente avec le principe de respect qui doit prévaloir entre les États souverains. N'excluant pas une révision complète des relations diplomatiques avec la République française, voire une rupture éventuelle des relations avec la France, les autorités ont prévenu qu'en cas d'application de la décision prise par les autorités en France, elles se réserveraient le droit d'adopter toutes les mesures souveraines qui s'imposent. Le bâtiment estimé à une centaine de millions d'euros, à l'origine de ces tensions entre la Guinée équatoriale et la France, avait été confisqué par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Pour rappel, l'ancien propriétaire du bâtiment, Teodoro Nguema Obiang Mangue, avait été condamné en France pour corruption et blanchiment d'argent. Après l'approbation de l'Assemblée nationale, le Sénat zimbabwéen a adopté à son tour une série d'amendements qui pourraient permettre au président Emmerson Mnangagwa de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Selon les résultats annoncés par le président du Sénat, Mabel Chinemona, 75 sénateurs ont voté en faveur du texte contre 4 oppositions. Avec cette validation parlementaire, le projet de loi doit désormais être promulgué par le président Emmerson Mnangagwa pour entrer officiellement en vigueur. Parmi les principales dispositions adoptées figure l'allongement de la durée des mandats présidentiels et parlementaires. Les textes prévoient également un passage de 5 à 7 ans pour ces mandats. Cette mesure pourrait avoir une conséquence directe sur le mandat actuel du chef de l'État. Le texte prévoit de confier au Parlement la responsabilité de nommer le chef de l'État. Une mesure qui mettrait fin à l'élection présidentielle au suffrage universel direct, un système en vigueur depuis 1987. Les opposants au projet dénoncent une concentration accrue du pouvoir au profit du parti au pouvoir. Plusieurs formations politiques et organisations de la société civile ont contesté les réformes. Donald Trump estime que la Syrie pourrait jouer un rôle contre le Hezbollah et dit en avoir discuté avec Ahmed El-Shara. Damas dément toute intention d'intervenir militairement au Liban et privilégie une approche politique et économique. À plusieurs reprises, ces dernières semaines, le président américain a laissé entendre que Damas pourrait contribuer à contenir le mouvement chiite, allant jusqu'à déclarer qu'il serait prêt à laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah. Il a également salué le président syrien Ahmed El-Shara, estimant qu'il faisait un travail remarquable et qu'il serait ravi d'aider. Ces propos contrastent toutefois avec les déclarations de l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barak, qui avait démenti en mars des informations selon lesquelles Washington faisait pression sur Damas pour déployer des forces au Liban afin d'aider au désarmement du Hezbollah. Plusieurs sources ont néanmoins confirmé que cette hypothèse avait été bien évoquée lors d'échanges entre responsables américains et syriens sans qu'elle ne débouche sur une quelconque décision. L'Iran a lancé des missiles et des drones contre des bases américaines au Koweït et à Bahreïn après des frappes des États-Unis, lesquelles affirment avoir ciblé des infrastructures militaires en réponse à des attaques contre la navigation. Donald Trump menace d'intensifier les opérations. Téhéran accuse Washington de violer le cessez-le-feu. L'armée koweïtienne a annoncé avoir intercepté des missiles et des drones hostiles, tandis que les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Bahreïn, où se trouve la base de la 5e flotte américaine. Les autorités bahreïniennes ont appelé la population à rejoindre les abris les plus proches. Ces attaques interviennent au lendemain de nouvelles frappes américaines menées par le commandement central des États-Unis CENTCOM contre plusieurs infrastructures militaires iraniennes. Washington affirme avoir ciblé des systèmes de surveillance, des moyens de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones ainsi que des capacités de pose de mines en réponse à ce qu'il qualifie d'agression iranienne continue contre la navigation commerciale. De son côté, Donald Trump a adopté un ton particulièrement menaçant. Accusant Téhéran d'avoir violé à plusieurs reprises le mémorandum de cessez-le-feu, le président américain a averti que les frappes pourraient marquer le début d'une campagne militaire plus vaste si l'Iran persistait. Si nous sommes contraints d'agir par la force, la République islamique d'Iran n'existera plus, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Point final à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Chef la télévision. Bonsoir.